En 1880 et quelques, un docteur français du nom de Yersin, qui travaille sur des cadavres d'Indo-Chinois morts de la peste, isole un de ces têtards au crâne arrondi et à la queue courte, qu'on ne décèle qu'au microscope, et il appelle cela le microbe de la peste. Ce n'est là, à mes yeux, qu'un élément matériel plus petit, infiniment plus petit, qui apparaît à un moment quelconque du développement du virus, mais cela ne m'explique en rien la peste. Et je préférerais que ce docteur me dise pourquoi toutes les grandes pestes ont, avec ou sans virus, une durée de 5 mois, après laquelle leur virulence s'abaisse, et comment cet ambassadeur turc qui passait par le Languedoc vers la fin de 1720 a pu indiquer une sorte de ligne qui, par Avignon et Toulouse, rejoignait Nice à Bordeaux, comme la limite extrême de développement géographique du fléau, ce en quoi les événements lui donnèrent raison. De tout ceci ressort la physionomie spirituelle d'un mal dont on ne peut préciser scientifiquement les lois et dont il serait idiot de vouloir déterminer l'origine géographique, car la peste d'Égypte n'est pas celle d'Orient, qui n'est pas celle d'Hippocrate, qui n'est pas celle de Syracuse, qui n'est pas celle de Florence, la noire, à laquelle l'Europe du Moyen-Âge doit ses 50 millions de morts. Personne ne dira pourquoi la peste frappe le lâche qui fuit et épargne le paillard qui se satisfait sur des cadavres. Pourquoi l'éloignement, la chasteté, la solitude sont sans action contre les atteintes du fléau, et pourquoi tel groupement de débauchés qui s'est isolé à la campagne, comme Boccace avec 2 compagnons bien montés et 7 dévotes luxurieuses, peut attendre en paix les jours chauds au milieu desquels la peste se retire. Et pourquoi dans un château à proximité, transformé en citadelle guerrière avec un cordon d'hommes armés qui en interdisent l'entrée, la peste transforme toute la garnison et les occupants en cadavres et épargne les hommes d'armes, seuls exposés à la contagion. Qui expliquera également que les cordons sanitaires établis à grand renfort de troupes par Mehmet Ali vers la fin du siècle dernier, à l'occasion d'une recrudescence de la peste égyptienne, se soient montrés efficaces pour protéger les couvents, les écoles, les prisons et les palais, et que des foyers multiples d'une peste qui avait toutes les caractéristiques de la peste orientale aient pu éclater soudainement dans l'Europe du Moyen-Âge en des endroits sans aucun contact avec l'Orient. De ces bizarreries, de ces mystères, de ces contradictions et de ces traits, il faut composer la physionomie spirituelle d'un mal qui creuse l'organisme et la vie jusqu'au déchirement et jusqu'au spasme, comme une douleur qui, à mesure qu'elle croît en intensité et qu'elle s'enfonce, multiplie ses avenues et ses richesses dans tous les cercles de la sensibilité. Mais de cette liberté spirituelle, avec laquelle la peste se développe, sans rats, sans microbes et sans contact, on peut tirer le jeu absolu et sombre d'un spectacle que je m'en vais essayer d'analyser.